Joyeux Noël! Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et dernier de l'année puisque nous allons faire un petit récap de 2018 et surtout avec Lionel, on vous a concocté nos 15-16 startups qui nous ont tapé dans l'œil dans tout ce qu'on a crawlé sur le site internet du CES et puis tous les events, notamment le CES Unveil sur lequel on a vu plein de startups, on va vous faire un petit récap. Avant un peu de réclame quand même. Oui, alors un peu de réclame parce qu'en cette veille de Noël, il faut aussi se faire nos propres cadeaux. Vous allez nous faire des cadeaux en nous regardant sur la chaîne YouTube, en nous regardant en live au début janvier quand on sera au CES tous les matins à 9h heure française. Pour nous, ça sera peut-être autour d'1h du matin, mais vous aurez comme ça un débrief de toute la journée. Ça sera à partir du 8 janvier. Et puis sinon, vous pourrez aussi suivre les débriefs sur Deezer, sur iTunes, en podcast. Bref, vous aurez tout pour avoir des infos toutes fraîches, notre regard sur ce que l'on aura vu dans la journée sur ce CES de Las Vegas. Mais là, on est juste à la veille de Noël, c'est ce soir le réveillon, j'espère que tout est prêt, les cadeaux sont prêts, nous c'est bouclé et on attendait que ça pour vous faire cette petite émission qui fait un récapitulatif des tendances 2018 mais surtout de celles que l'on espère être les tendances 2019 qui vont nous impressionner. Voilà. Et vous impressionner Vaste aussi. programme, c'est parti, allez, go. Go. Donc on va revenir effectivement sur les gros stands. Qu'est-ce qu'on peut retenir naturellement de 2018 ? Alors beaucoup de choses que l'on peut retenir, l'Asie, etc. bien entendu. Alors c'est surtout une tech for good, la notion de valeur de sens qui était très présente sur 2018. Et c'est vrai qu'ils vont peut-être laisser... Alors c'était cet effet un peu and so what. Globalement il y a quelque chose qui sort, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Cette notion de valeur de 2018, on l'a vraiment senti sur le CES qui est arrivé et qui nous a dit... Aujourd'hui, ok, globalement, qu'est-ce qu'elle m'apporte cette technologie ? Quand on parle de Sensity, qu'est-ce que ça m'apporte ? Quand on parle de blockchain, est-ce que c'est un vrai service ? Est-ce que c'est encore globalement du Trash ID, tous ces éléments ? Voilà, globalement, la valeur et le sens que l'on attribue à une techno et surtout le fait que nous restons profondément ancrés sur l'humain. Oui, tu as tout dit. Finalement, on est dans de la combinaison technologique, qui doit donner du sens et qui doit donner de la valeur. C'est plus de la technologie pour la technologie. Il y a maintenant beaucoup de grandes marques qui proposent des produits qui intègrent des technologies très avancées, notamment en intelligence artificielle. Et cette technologie est complètement transparente. Elle devient vraiment à forte valeur ajoutée pour l'utilisateur que l'on est, sans être un spécialiste ou un technophile. Forte valeur ajoutée. Je pense que Eric Leguet qui nous regarde va adorer, puisque ça, je m'en souviens encore de ses cours là-dessus. Ça me fait penser que tu peux faire une passerelle sur le sujet suivant. L'IA est aujourd'hui en tout. Oui, alors on intègre l'IA dans tout, c'est-à-dire qu'on a eu pendant un certain nombre d'années, et on le critiquait beaucoup, nous l'année dernière déjà, on avait beaucoup de personnes qui étaient dans l'utopie, dans la dramaturgie, dans la technophobie en disant l'IA va nous prendre nos métiers, va nous prendre nos jobs, va tout faire à notre place. Voilà. Et en fait, finalement, on se rend compte que par petites doses, au fur et à mesure, l'essentiel des problématiques sont souvent des problématiques d'éthique, mais l'IA, on la retrouve dans tout. Dans votre voiture et bientôt, je pense, dans votre blender qui sera dans votre cuisine. Et après l'intelligence artificielle qui va être partout, il y a quelque chose qui était assez sous-jacent depuis quelques années, beaucoup de cet effet, que va-t-on pouvoir en faire avec des use cases qui soient relativement concrets, mais c'est bien entendu la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on en fait ? Là aujourd'hui il y a beaucoup d'applications dans le retail, ça commence à s'industrialiser, bien entendu toujours les contraintes et les freins liés à l'équipement de l'ensemble des consommateurs qui au quotidien ne peuvent pas se retrouver 3-4 heures avec des casques sur la tête. Pour autant on s'aperçoit qu'au travers du mobile, qu'on s'aperçoit au travers des cuisinistes, des architectes d'intérieur, que la réalité augmentée commence à devenir quelque chose de très intéressant. On voit bien aussi dans beaucoup de cas d'école sur les industries en termes de maintenance, en termes de formation, tous ces éléments qui aujourd'hui sont en train de pénétrer. D'ailleurs, on avait eu un très beau sujet, c'était Cambridge Consultant, pas Analytica, je précise, sur le CES l'année dernière, qui avait une très très belle application de maintenance dans l'industrie en réalité augmentée. On voit bien que là, il y a beaucoup de choses à faire et avec des cas très concrets qui, d'un point de vue industriel, sont très intéressants. Même si globalement, au point de vue des particuliers, je ne sais pas si toi tu es équipé, mais bon, oui. pour en avoir un... Voilà. Réalité virtuelle, en résumé, toujours des problèmes d'optique, parce que finalement, on a les yeux devant un écran. Réalité augmentée, énormément de possibilités, de la télémédecine jusqu'à la maintenance industrielle, à l'éducation, on le verra tout à l'heure. Il y a des choses qui se développent extrêmement fortement. Après, maintenant, c'est la miniaturisation de ce que vous avez sur le nez, devant les yeux, pour pouvoir justement appréhender cette réalité augmentée. Mais en tout cas, on en avait vu beaucoup l'année dernière, on l'avait vu tout au long des salons que l'on avait pu croiser cette année. La réalité augmentée rentre vraiment dans un domaine qui est l'usage
directe, alors des professionnels, mais aussi de nous au quotidien. Les Google Glass sont bien loin. Exactement, mais ce qui est intéressant, vous reprendrez d'ailleurs les lentilles maintenant connectées, le projet qui a été repris par Samsung et Sony avec directement de l'incrustation vidéo. Puis il y a beaucoup de choses également autour là-dessus. Alors, on ne peut pas parler de santé, on ne peut pas parler de réalité augmentée sans parler de zéro latence, sans parler de 5G, de connexion. Donc forcément, la 5G 2018, on en a beaucoup parlé. Pour l'instant, de toute façon, c'est un vœu pieux de croire que c'est en train de s'industrialiser, puisque la première ville en France connectée sera normalement 2020, si je ne me trompe pas, Bordeaux, et qu'ensuite, il y aura un déploiement progressif. Donc effectivement, beaucoup d'attentes. Pour autant, finalement, peu de cas d'usage probants à date, si ce n'est le téléchargement d'un film beaucoup plus rapide, si ce n'est le fait de conduire, comme au Mobile World Congress l'année dernière, une voiture à distance entre le circuit et le salon. Voilà, oui, le zéro latence, oui, la robotique dans les blocs opératoires et donc le fait qu'on puisse connecter à distance des opérateurs qui vont opérer à l'autre bout de la planète, un opérateur qui est lui, par exemple, en Europe, etc. Oui, beaucoup de choses. Pour l'instant, la 5G, bon. C'est-à-dire on l'attend surtout. Voilà, c'est-à-dire que la 5G, on a deux problèmes. C'est qu'aujourd'hui, on a une 5G qui n'est pas complètement encore normalisée et homologuée. Donc, ceux qui développent de la 5G, notamment aux États-Unis avec Verizon, c'est une 5G qui s'appuie sur les réseaux 4G. Donc, c'est une 5G qui n'est pas autonome, une non-standalone, disent-ils. Et ça, on va pouvoir voir les premiers devices, probablement que ce soit au CES ou au Mobile World Congress, c'est-à-dire en début d'année 2019. Mais on sait parfaitement que cette 5G, quand elle sera complètement définitive, donc en 2020, comme tu le disais, elle va pouvoir connecter des milliards d'objets. Et c'est ça sa force. Zéro latence, des milliards d'objets. Tout va pouvoir envoyer de l'information, même une toute petite information, une information tellement spécifique, tellement fondamentale, peut-être pour sauver une vie, peut-être pour donner une information stratégique. Ça va être un changement. Et puis, pas de Smart City et pas de voiture autonome sans 5G. Donc, ce qui est super intéressant, beaucoup d'attentes, encore une fois. Donc, effectivement, les déploiements, on va progressivement, mais les cas d'usage sont absolument... On avait d'ailleurs fait une spéciale 5G récemment, on parlait de reverticalisation des réseaux, puisqu'effectivement, tout ne pouvait plus être transverse d'un seul coup. Et puis alors, il y a quelque chose qui apparaît aussi, parce que qui dit 5G, attention, la 5G de 2020 dit donc nouvelle fréquence, nouveau réseau, eh bien, il y a des nouveaux acteurs qui frappent à la porte. Et ces acteurs, vous le croirez ou pas, mais ce sont par exemple des fabricants automobiles. Parce qu'eux, ils vont avoir besoin de la 5G. Vous voyez, l'actualité nous parle d'automobile, Renault, Nissan, vous connaissez un peu l'histoire, mais on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le propos. Mais par contre, il y a une industrie très importante, par exemple, en Allemagne, c'est une industrie extrêmement puissante pour leurs exportations, qui est l'industrie automobile, c'est le pays peut-être de l'automobile, c'est une industrie qui est en mutation complète. D'ailleurs, certains, quand ils regardent les capitalisations boursières des grands groupes automobiles, se disent finalement les investisseurs ont des doutes sur la capacité de ces grands compagnies qui ont 100 ans, 150 ans pour certaines, à pivoter. Parce que ça va être une vraie révolution. L'arrivée de l'électrique, les changements de chaîne de montage, la voiture autonome, c'est une vraie révolution dans le déplacement. Fini la guerre, les diesel, l'essence, etc. La révolution est en marche. Et certains, justement, avec la 5G, se positionnent pour avoir leur propre réseau, leur propre autonomie, avoir justement aussi la maîtrise des données qui sont échangées. D'où la 5G qui est peut-être un précurseur d'une nouvelle ère de l'Internet, c'est ce qui ressortait avec ambiant. notamment l'IoT et l'Internet ambiant, l'Internet diffus. Je pense que c'est pas mal aussi ça, on va le réexploiter. Le Invisible Internet. Ok, alors, avant-dernière tendance, on voulait en parler naturellement, mais effectivement qu'on peut retenir de fin 2018, presque entamant 2019, on en a parlé beaucoup sur les différents CES Unveil, mais c'est cette notion de résilience, c'est cette capacité, au-delà de la valeur que va créer une technologie, d'apporter finalement à l'humain une zone de sécurité, plus de sécurité au niveau de sa vie, et comment est-ce qu'aujourd'hui la technologie peut permettre à l'homme de survivre, peut permettre à l'homme de survivre d'une manière ou d'une autre. Voilà, une technologie au service d'un monde plus sûr. C'est presque écrit devant nous. C'est presque écrit devant nous, mais ce qui est bien quand on a les synthèses. Et enfin, la dernière, révolution ou pas révolution. Mais qui s'intègre parfaitement là-dedans. C'est tout le sujet. Et là, en même temps, on peut débattre. Mais alors, 150, on était encore la semaine dernière chez Altran, on donnait une conférence, il y avait beaucoup d'intérêt sur blockchain. Naturellement, blockchain, tout le monde en parle, ça va changer le monde, ça va révolutionner la planète entière. Oui, ok. Mais globalement, on voit bien qu'on peine encore à trouver une industrialisation des services sur le blockchain public avec Ethereum. Il y a beaucoup de choses. Il y a Kedner qui est absolument fantastique sur les protocoles notamment de registres décentralisés pour les donneurs et les receveurs pour le foie. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, mais encore peu d'acteurs industriels et importants qui blockchainisent des services. Il y a encore beaucoup de POC.
un peu de MVP, mais on est encore très loin de services 100% centrés sur le blockchain avec 50 acteurs regroupés sur le même smart contract. Il y a encore une marche à faire. Je crois qu'on a sélectionné quand même une entreprise dont on dira quelques mots tout à l'heure, qui utilise notamment la blockchain. Parce que c'est pour les micro-paiements, la blockchain, c'est fondamentalement facile. Ça donne de la confiance dans une connectivité qui sera, comme on vient de le dire avec la 5G, qui sera omniprésente. Et cette connectivité omniprésente et cette confiance omniprésente avec la blockchain, cette facilité de la confiance, moi je mise aussi, parce que tu parles de l'énergie, tu parles de la mobilité, etc. Moi, je mise aussi sur les médias. Je pense que les médias aujourd'hui sont à un tournant, que ce soit les médias écrits, que ce soit le papier, la presse, ou que ce soit les médias audiovisuels, que ce soit la radio ou que ce soit même la télé. Ils sont à un tournant au niveau de la diffusion. Ils ne savent pas comment valoriser la production. Et je pense que la blockchain va arriver avec un certain nombre de plateformes, avec des systèmes de micro-paiement, à leur donner toute une capacité de valorisation de la création. Alors, sans compter même effectivement la vérification de l'ensemble des informations et toute la chaîne jusqu'à l'informateur principal, si on a besoin de remonter dessus. Comment ? Alto fake news ? Ce serait pas mal ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il paraît que l'économie de la fake news. On en fera une spéciale fake news parce que là il y a encore beaucoup de bullshit. On va passer quand même à notre sélection de effectivement ce qui nous a tapé dans l'œil pour ces sociétés qui vont être présentes au CES. Vous ne pouvez pas toutes les citer, on en a isolé quelques-unes et on passe tout de suite en vue ce qui nous a tapé dans l'œil et les sociétés qu'il faudra nécessairement aller voir sur le CES 2019. Qui dit CES, qui dit Consumer Electronics Show, dit évidemment produits grand public qui sont prototypés, qui sont présentés lors de cette grande messe de tout ce qui est autour de l'innovation à destination in fine de produits grand public. Et bien là, comme chaque année, la CTA, la Consumer Technology Association, va honorer un certain nombre d'entreprises et va décerner ce qu'elle appelle les Best Innovation Awards. Revenez sur ce que l'on vous a montré l'année dernière, peut-être que vous vous direz, tiens, ceux de l'année dernière, on en a entendu parler, eh bien on verra si ceux de cette année feront autant de succès que ceux de l'année dernière ou que peut-être disparaîtront parce que c'était simplement une tentative. Il y a beaucoup de bullshit, il faut dire aussi ce qu'il y a des fois. On a trouvé 2-3 coups de cœur, mais on ne vous les met pas tout de suite. Effectivement, ce qu'on appelle des erreurs de casting. Voilà. Mais il y a pas mal de choses. Mais il y aura pas mal de surprises. On fera peut-être un spécial joke. Peut-être, ce sera intéressant. On le fera sur place. Là-bas. Quoi qu'il en soit, la première qu'on voulait vous montrer, c'était Snips. Alors Snips, c'est une association avec NXP. NXP, si vous ne connaissez pas, on en a déjà beaucoup parlé. C'est cette société de microcontrôleurs, microprocesseurs qui est hollandaise à l'origine, qui avait été rachetée. Le rachat a été cassé, c'est très compliqué, etc. Milliards, 40 et quelques milliards. Une année de salaire. De fou, voilà, c'est ça. Eh bien, ils se sont associés pour fabriquer un appareil qui va être accessible pour les fabricants de devices, qui est un appareil qui va être capable de dialoguer en langage naturel. Alors aujourd'hui, ils l'ont déjà développé, ils le présentent au CES dans une version plus évoluée parce qu'ils intégraient déjà le français, l'allemand, l'anglais évidemment, même si je l'ai dit en dernier. Et c'est surtout un système qui va permettre à une entreprise d'intégrer un outil de langage naturel qui va permettre aux utilisateurs de l'objet de l'entreprise d'intégrer ce dialogue sans forcément passer par Google et compagnie. Et surtout, de pouvoir travailler offline. C'est-à-dire de garder aussi la main sur les données qui sont transitées par cette usine à dialogue que fabriquent Snips et NXP et garder finalement l'autonomie des données sans avoir être la xème colonie. Donc on rajoute une couche tampon finalement de protection presque de ce qui se passe dans l'habitacle et dans l'environnement de la voiture et en même temps c'est sympa. Alors ce qui veut dire, on avait vu à l'IFA de Berlin, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo dans le débrief, on avait beaucoup parlé d'une société qui s'était implantée justement là-dessus, un constructeur automobile qui avait développé son espèce de boîtier qu'on rajoutait dessus. Bon bah là effectivement court-circuitage total de cette offre, on le voit bien avec directement ce qu'on va implanter dans la voiture pour le constructeur. Exactement. C'est-à-dire le constructeur automobile ou autres objets. Oui, on parle de l'automobile parce que l'automobile, évidemment, les dialogues. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les bus, il y a aussi les camions et Mercedes. Et Mercedes, par exemple. Voilà. Alors, là, je ne te connaissais pas une âme d'apiculteur, mon très cher Lionel. Et là, effectivement, tu nous as sélectionné ce qu'on appelle la BeLife. Ouais, c'est Bonjour l'apiculteur 2.0. C'est-à-dire que BeLive, qui est une société qui produit un appareil, qui présente un appareil, une ruche connectée qui s'appelle Cocoon. Alors cette ruche connectée, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, elle lutte contre un parasite des abeilles qui s'appelle le varroa. Et en fait, elle lutte contre ce parasite
via la chaleur, en régulant la chaleur de la ruche. Alors vous allez me dire, bon ok, mais enfin une ruche généralement c'est pas dans le milieu de votre appartement avec une prise électrique à côté. Donc l'autonomie de cette ruche, c'est panneaux solaires, système informatique de contrôle intelligent de la température, connexion au réseau, télépilotage par l'apiculteur. Voilà la promesse. Donc là, on voit bien encore qu'il y a plein de choses derrière. Le solaire, il y a peut-être même l'enregistrement de l'énergie qui est en train de rentrer par le blockchain, etc. Il y a plein de trucs qui peuvent s'agréger à l'intérieur. Effectivement, mais pour tous ces apiculteurs un peu hipster, avec plus de barbe que de cheveux, vous pouvez mettre ça sur votre balcon. C'est très sympa, c'est connecté, c'est génial. Bon, par contre, j'avais vu le prix, je crois qu'elle était à $2 999 ou quelque chose comme ça. Mais c'est anecdotique dans le respect de la nature et la sauvegarde des abeilles. Le miel est tellement bon. Le miel de Levallois. C'est vrai qu'on en fait beaucoup d'ailleurs. Mais bon, bref, je vais en amener un pot à Vegas. Voilà. Alors, sinon, on voulait vous montrer en tout cas une autre société qui s'appelle Watergen et qui présente le Genie. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'eau, mais en tout cas là, ils apportent quelque chose pour le bureau. Alors, Watergen, c'est une société qui, grâce à un système de filtration de l'eau par des molécules d'air, un système complexe que vous êtes en train de voir actuellement à l'écran par la vidéo. Donc ce sont des systèmes qui sont implantés dans des zones où les installations d'eau courante ne sont pas existantes. Ça permet de retraiter une eau qui peut être éventuellement légèrement polluée en termes de nappe phréatique, etc. Et grâce à ce système de filtration que vous voyez à l'écran, vous allez avoir une eau pure consommable. Eh bien, l'idée de Genie, donc, qui est présentée au CES et donc qui reçoit, comme les deux autres produits qu'on vient de vous évoquer, qui reçoit un Best Innovation Award, c'est d'amener ça dans le bureau. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir votre fontaine à eau qui consomme évidemment des bonbonnes de plastique, même si j'imagine quand même qu'à un moment, ils ne les recyclent pas, mais ils les re-remplissent, ils les nettoient, ils vous les remettent. Malgré tout, c'est quelque chose qui est peut-être peu écologique. Et puis, finalement, il faut quand même que le livreur de bouteilles se déplace jusqu'à vous. Alors, il a évidemment son vélo électrique, mais l'électricité, etc. Je ne vous fais pas le dessin. Eh bien ça, vous allez simplement avoir l'eau du robinet, un peu d'électricité, et ça va être filtré, ça va donner de l'eau parfaitement consommable. Voilà la promesse de Genie par Watergen. Donc on va aller voir, ça me rappelle aussi le R2D2 qu'il y avait en recyclage l'année dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles, on mettait le gobelet plastique, ça en compressait des milliers. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, il faudra peut-être qu'on leur pose ils étaient la question. en tout cas sur la zone French Tech, à l'Eureka Park. Alors après, on repasse sur l'automobile et le Innoviz One de LiDAR. Voilà, c'est un LiDAR. Ouais, c'est un LiDAR. Alors, c'est un LiDAR qui est prêt à l'emploi pour une compagnie automobile, quelle qu'elle soit. Grande compagnie, petite compagnie, et qui va être intégré directement au process de fabrication de l'automobile sans avoir forcément de haut niveau de recherche et développement. C'est de l'information qui va permettre de l'autonomie de niveau 3 à niveau 5 pour la voiture, des informations qui peuvent être récupérées par le constructeur et traitées par le constructeur. Bref, c'est presque, comme tu le disais tout à l'heure en préparant, c'est une sorte de plug and play du LiDAR. Ce qui est pas mal parce que justement, là, on a encore beaucoup. On voit bien que les équipementiers sont tous en train de se poser la question de faire ou de faire à façon ou d'acheter indirectement. Il y a beaucoup mais notamment c'était Mobilize qui avait présenté historiquement un boîtier extérieur, puis on les a vus au CES directement avec l'élément pour les équipementiers. Donc de plus en plus, on rentre dans les processus industriels. On arrête de rajouter des objets, on plug directement les objets. Donc ça, c'est super intéressant, une grosse tendance. Alors on retrouve un peu un sujet un peu similaire, mais tout du moins, similaire dans l'approche, mais différent dans la technologie, qui est quelque chose qui a été développé par Bosch. Là, on vous montre un exemple pour les motos. Et c'est vrai que pour les motos, vous avez effectivement ce même type. Donc c'est un système en fait pour principalement les motocyclistes, qui va permettre, grâce donc en fait un système de détection surround qui est à la base directement du radar, qui va améliorer la sécurité et le confort globalement des motards. Donc comme vous voyez à l'écran, le motard effectivement enclenche cette fonction et puis est en mesure en même temps de réguler sa vitesse en fonction de l'approche qu'il va y avoir d'un autre véhicule à droite ou à gauche, et donc ça capte aussi les angles morts, donc assez intéressant, régulateur de vitesse, avertisseur de collision et bien entendu d'angle mort. Donc voilà, très intéressant en tout cas, on vous invitera à aller les voir et nous leur rendrons visite. Alors là, c'est pas une erreur de casting. Ça, c'est juste pour le fun. C'est juste pour le fun parce qu'on se posait un petit peu la fun, question, mais c'était Akio. Alors d'abord, ils ont un Best Innovation Award. Là, on s'est un peu demandé. On s'est demandé pourquoi ils avaient un Best Innovation Award. Des fois, on se demande pourquoi, parce que Mars, l'année dernière, souvenez-vous, on avait adoré ce traducteur instantané. Et puis quand on l'a testé, en fait, c'était... Bon, globalement... il fallait du réseau surtout. Il fallait surtout du réseau. Et leur exemple, c'est qu'il n'y en avait pas forcément assez sur Vegas.
efficace, donc déjà premier point. Mais là, globalement, on se demande pourquoi il y en a. Et puis peut-être quand on va arriver sur place, on va dire ah ben en fait c'est exceptionnel. Mais globalement, je te laisse le présenter. Donc Accio, c'est une bouteille qui va vous conserver l'eau fraîche ou votre boisson favorite, du thé, etc. En fait, donc une boîte qui est une bouteille isotherme, voilà, une bouteille thermos. Bon, une thermos, gourde. En fait, thermos c'est une marque, je crois. C'est pour ça que je voulais pas dire thermos. Mais enfin bon, tout le monde a compris. Et associé à cette bouteille, vous avez un haut-parleur. Alors évidemment, comme cette bouteille, vous allez l'emmener dans des endroits en camping. Alors c'est en camping, sur la plage, etc. Eh bien, tout ça, c'est au standard IP67, résistant à l'eau, résistant au sable, etc. Vous pouvez détacher le haut-parleur. Évidemment, il est Bluetooth. Il vous fait la musique à l'endroit où vous vous trouvez et vous pouvez vous désaltérer en écoutant la dernière symphonie qui vous a tapé dans l'oreille. Et là, vous êtes heureux. Et vous êtes bien. Voilà. Vous êtes bien. Bref, comment faire d'une gourde un objet sensationnel. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus techno. Voilà, mais sur de l'image maintenant. Ça n'enlève rien à ce qu'on a vu avant. C'est juste que globalement, il y a quand même un secteur fort. La 360, non pas 4K, mais 8K en captation, c'est l'Insta360 Pro 2, comme vous le voyez effectivement à l'image, qui est un dispositif qui permet de capter, mais alors surtout avec un nouveau système de stabilisation qui s'appelle le Flow State, et donc qui va permettre une captation 8K 30 fps directement en 3D. Vous imaginez, donc il y a beaucoup de choses encore à faire dans ce. Alors c'est assez gros comme boule, donc je pense qu'effectivement pour le particulier, il faut vraiment que ce soit un particulier passionné qui s'achète ce type d'objet, parce que c'est assez gros et au niveau du transport, c'est quand même pas forcément très pratique. Mais en tout cas, voilà, quelque chose d'assez séduisant, technologiquement un truc de dingue, et donc on a hâte de pouvoir le tester, parce que là on voit bien encore au niveau de la production de contenu pour les chaînes de télé, au niveau des contenus que l'on pourrait retrouver divers et variés à acheter en mode tout simplement j'achète à l'acte. Il y a beaucoup de choses à sortir, et là en fait les images que vous voyez sont assez déjà séduisantes, surtout le système de stabilisation qui est juste complètement bluffant. Donc là après l'Osmo Pocket qu'on ira naturellement acheter dès qu'on pourra en trouver une vraiment sur le marché, celle-ci effectivement on aimerait bien aussi l'avoir en joujou. Et puis souviens-toi, il y a 2 ans on avait quand même utilisé déjà sur le premier CES que l'on vous avait relaté, une Insta360 qui se fixait et que l'on a toujours, et on fera peut-être encore quelques prises de vue avec, en live à 360 degrés. Voilà. Et bien là, on a vraiment la formule complètement pro qui va vous permettre de produire comme ce que vous pouvez déjà voir. Par exemple, si vous avez sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, on va pas faire de pub parce qu'ils sont super sympas, mais c'est génial, l'application Arte 360. Et vous avez des tas de programmes qui sont produits justement avec cette qualité très haute définition 360. Alors c'est un mode de diffusion que certaines personnes ne connaissent pas encore très très bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de naviguer dans une image, on a l'habitude que le réalisateur nous montre son feeling, son point de vue. Mais alors que là, c'est nous qui faisons un peu la réalisation, et bien avec ça... Alors ce qu'on voit d'ailleurs, sans rentrer vraiment dans le détail, mais c'est après la captation volumique qui est en train d'arriver, c'est-à-dire on se déplace comme étant à 360 degrés, on peut soi-même se déplacer dans l'image. Donc là c'est quelque chose qui est assez prégnant en termes de premiers travaux de recherche. On voulait ensuite bien entendu continuer à vous parler de Leica. On les connaît pour leurs appareils hors de prix, mais aussi d'une qualité exceptionnelle, toujours sensationnel de toucher du Leica, et là ils se convertissent finalement grâce à leur expertise dans l'image en finalement créateurs d'outils pour des chantiers ou pour des mesures pour des architectes. Bref, on va retrouver du Leica certainement chez Leroy Merlin si ça continue. Oui, alors ça c'est le Leica. Alors il nous présente donc le Black 3D, BLK 3D. Donc c'est un appareil photo, comme vous le voyez à l'écran, qui va pouvoir interpréter l'environnement dans lequel il se trouve. Alors pour ceux qui ont les dernières versions d'iOS et les dernières versions de l'iPhone, vous savez que vous pouvez prendre des mesures. Il y a une petite application directement native qui vous permet de prendre des mesures. Et bien là, Leica, sa promesse, c'est de vous fournir des mesures. Alors on voit à l'écran, on a un criminologue, on a un architecte, on a une personne qui gère un chantier, etc. Et bien vous allez pouvoir transformer la réalité en une réalité mesurée complètement avec l'impact du virtuel, enfin de l'augmentation de cette réalité, de la réalité augmentée. Tout ça photographié et capturé par le Leica Black 3D. Pas mal du tout.
Pas mal du En tout. tout cas, bon, ça, moi personnellement, je fais plus de travaux parce que si vous voulez que ça tienne, c'est foiré. Mais en tout cas, on voit tout de suite les applications très concrètes et c'est assez séduisant. On ira le tester parce que là, encore une fois, entre l'image et la réalité de ce que l'on va pouvoir voir au quotidien, il y a plein de choses qui vont pouvoir être changées. Mais on voit bien, même dans le BIM, on imagine effectivement les archis qui travaillent avec des problématiques de gestion, des passages des plans de fourretage, tout ce qui est de courant fort, courant faible, etc. Tout le monde pourrait arriver à se mettre beaucoup plus facilement sur les mêmes outils. Voilà. Donc, alors, On reste dans la réalité augmentée. Là, c'est un projet extra séduisant. Je vous passe la vidéo parce que naturellement, vous avez clairement besoin, tout comme nous au départ, parce qu'on n'a pas trop compris avant de regarder la vidéo ce que ça pouvait nous permettre véritablement de faire. C'est le Z-Space et donc c'est un ordinateur à réalité étendue, donc ce qu'on appelle Extended Reality. Et donc c'est ce qu'on va recevoir sous l'abréviation XR le plus souvent et qui va permettre notamment dans les actes pédagogiques de formation ou autres, comme vous le voyez, d'extraire un élément de l'écran et de pouvoir le décomposer avec le stylet que vous avez à disposition. Bien entendu, il faut être équipé des lunettes. On n'est pas encore sur des écrans qui nous permettent de ressortir de la 3D, mais il y a énormément d'applicatifs possibles. On voit bien dans l'électronique, la formation à la médecine, la biologie, tout. Enfin, il y a beaucoup de choses encore une fois qui peuvent être faites là-dedans. Alors, les premiers applicatifs autour de l'éducationnel sont forcément faciles à appréhender, mais dans le cadre de l'industrie, il y a encore très certainement beaucoup de choses dans la maintenance ou autre à voir. En tout cas, c'est une nouvelle expérience que l'on vit finalement avec cette réalité étendu. Voilà, bluffant encore une fois, on ira le tester. Oui, parce que ce Z-Space Learning, finalement, il se compose malgré tout du matériel, mais aussi il se compose de logiciels, et il se compose également de contenu pédagogique. Et on imagine bien, par exemple, le coût que ça impacte la formation, par exemple, des mécaniciens sur les moteurs d'avion. Les moteurs d'avion, c'est des choses qui sont énormes, et si on pouvait faire toute cette partie, cette pré-formation ou toute une partie en amont de la formation sur des contenus qui seraient des contenus en réalité augmentée, on gagnerait en temps, on gagnerait en souplesse parce qu'on n'aurait pas besoin de faire déplacer les gens, je ne sais pas moi, du côté de Melun à la SNECMA, etc. Et puis de s'équiper d'Oculus VR dans tous les sens. Effectivement. Donc il y a, les sujets sont monumentaux en tout cas, on ira le tester puisque ça a l'air juste bluffant. Alors ensuite, on voulait vous parler quand même aussi, c'est un autre coup de cœur, Best Innovation Awards, le Keynes. Ouais, Keynes, c'est un appareil qui est développé par une société qui s'appelle Oticon. Oticon, c'est une société qui s'occupe de prothèses auditives. Et on sait très bien, pour ceux qui ont des problèmes de déficience auditive, que la difficulté dans la prothèse auditive, indépendamment de son prix, et pourquoi elle est chère, c'est parce qu'on vous dit, on va vous vendre avec tout le suivi du professionnel qui va faire évoluer les réglages de la prothèse auditive à l'évolution de votre audition. Et bien là, avec Keynes, ils vont pouvoir, avec un applicatif, comme vous le voyez à l'écran, avec une application pilotable également avec la montre, selon vos activités, selon votre mode de vie, selon le lieu dans lequel vous vous trouvez, par exemple une salle de réunion, une salle de concert, un restaurant, d'adapter les réglages en live, en dynamique. Et ça, c'est révolutionnaire. En tout cas, ça veut dire aussi qu'avec un petit peu d'intelligence artificielle, ça c'est toujours la promesse évidemment. Alors à quel niveau, je ne sais pas. L'IA est en tout. Voilà. On l'a déjà dit, mais il faut l'insister. L'enseignement, c'est aussi de la répétition. Exactement. Eh bien, on voit bien que cette intelligence qui devient complètement transparente va malgré tout aider de façon très efficiente quelqu'un qui avait un problème d'audition dans une salle de spectacle ou dans une réunion parce qu'il entendait très très bien chez lui sa télé, ses parents, ses enfants, ses cousins, mais dès qu'il se retrouvait dans un environnement beaucoup plus bruyant, le réglage n'était pas bon, etc. Et bien là, on a cette anticipation, on a ce réglage dynamique. Bref, c'est une révolution dans la santé. On voit bien que là, on est sur une santé connectée, intelligente, qui commence à avoir des devices. Mais la santé est clé. De toute façon, on voit bien, on a commencé à avoir des capteurs externes, s'équiper de bracelets, ensuite c'est les vêtements qui se connectent. On voit bien que l'humain est en train de se connecter. Ça fait partie effectivement des choses. Il y a aussi Taito Home qui nous semblait intéressant et qui, dans un acte de suivi médical à distance, pourrait être intéressant. Vous avez une espèce de boîtier et différents objets connectés pour surveiller votre température, votre respiration, une espèce de stéthoscope pour examiner la langue aussi. Il y avait pas mal d'accessoires et vous pouvez donc avoir un suivi
dématérialisée ou à distance d'une pathologie quelconque au quotidien par votre médecin traitant. Et tout ça par l'intermédiaire finalement d'un objet connecté. Alors si en plus on arrive à passer dessus les fréquences qu'on pourrait avoir avec l'Apple Watch en termes de récupération, etc., on voit bien que finalement tous les objets connectés aujourd'hui arrivent à faire de nous, à créer presque une nouvelle vision de la santé avec un patient de plus en plus finalement co-acteur ou collaborateur du médecin. On est moins dans le rapport sachant avec la personne qui réceptionne l'information et qui l'intègre, on est beaucoup plus dans une connaissance de soi-même et le pilotage de sa santé, même à distance. Donc c'est une solution de télémédecine personnelle complète. Ça, c'est très intéressant parce que vous voyez, on commence à être, que ce soit avec Case de tout à l'heure, enfin, il y a quelques secondes, que ce soit avec cet objet, on va pouvoir tester et être les propres acteurs de nos tests avec justement de la télémédecine, c'est-à-dire à l'autre bout, il y a potentiellement notre médecin traitant. Et les outils, ils sont très simples d'utilisation parce qu'on voit, là, il y a un écran et l'écran donne les informations de captation, que ce soit les températures, le type de peau, beaucoup de choses. Intéressant. Médecine, ça va être monumental, je pense, cette année. Il y aura, encore une fois, beaucoup de choses à dire. Et même si on a l'autorisation, on sortira des travaux de recherche de chez Altran. Il y a des superbes trucs, mais bon, il faut qu'on cadre tout cela correctement. Il y a aussi beaucoup d'applicatifs sur la sécurité. Oui, mais attention, un des thèmes, l'année dernière, on avait un thème la sécurité comme ça. Voilà, non, un des thèmes que l'on avait l'année dernière, c'était la Smart City, et le thème de cette année, c'est la résilience. Et c'est aussi la façon de rendre les choses plus sûres. Et dans les choses plus sûres, c'est aussi la sécurité. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de parler d'un routeur qui est un routeur avec un type de sécurisation qui est dit, c'est la promesse militaire, parce que on sait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de connecté sur votre routeur personnel? C'est un routeur personnel. Vous avez votre ordinateur, votre smartphone, etc. Demain, vous aurez de plus en plus d'objets connectés. Ces objets connectés qui vont transférer des données importantes, des données parcellaires peut-être, mais qui sont des données extrêmement qualifiées. Eh bien, pour donner de la sécurité à tout l'ensemble du déploiement d'objets que vous avez chez vous, eh bien, vous avez Scalise qui présente cette Trust Box. Et donc, globalement, vous regagnez la confiance de votre environnement. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi, alors ça, je l'adore parce que c'est une idée que je trouve aujourd'hui presque on ne pourrait pas s'en passer, c'est Dev Priv. Donc globalement, c'est une espèce de clé USB, un espèce de boîtier que vous allez pouvoir connecter. Ils appellent ça un LPS, un Laptop Personal Shield. Et donc vous allez être en mesure de privilégier votre sécurité avant tout. Vous vous connectez dans les spots Wi-Fi classiques des aéroports, des gares, etc. Et grâce en fait à ce hub, en fait, c'est le point de connexion qui sera prioritaire et qui va vous permettre de surfer en toute sécurité par rapport aux données que vous pourriez échanger au travers de votre ordinateur par rapport à la connexion. Donc quelque chose quasiment de capital aujourd'hui au regard de toutes les problématiques que l'on peut retrouver au quotidien quand on se connecte dans des hubs publics et puis on n'est pas sûr de qui sniffe véritablement le réseau. Voilà, donc ça en tout cas, idée très intéressante. Ils n'ont pas été primés en Best Innovation Awards, mais ils ont été sélectionnés. Donc en tout cas, il faut aller les voir, DevPriv directement sur le CES. Et puis c'est évident que ces appareils que l'on utilise dans ces hotspots, la plupart du temps, ces hotspots, ils sont dans les aéroports. Et qui on voit dans les aéroports, malgré tout, des personnes qui sont dans le cadre de déplacements d'affaires. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce déplacement professionnel? Ils cadrent le dernier PowerPoint avec les dernières données sensibles qu'ils vont présenter. Et qui quelqu'un Généralement, sans écran de... Comment ça s'appelle? Écrans de... Opacifiants, qui réduisent l'angle de confidentialité, sans faire gaffe à leur connexion, en se connectant même à leur compte bancaire et tant qu'à faire, et puis en même temps on rajoute tout ça. Alors faites déjà un tour dans le TGV, vous allez voir que le social engineering a encore de beaux jours devant lui pour former tout le monde. MicroEJ. MicroEJ, une plateforme pour la conception d'objets connectés. Alors c'est une plateforme complète qui propose le kit de développement, donc le MicroEJ Studio, mais aussi les SDK qui vont bien et qui vont vous permettre en tant qu'entreprise, en tant que start-up, de pouvoir développer la programmation de l'objet connecté. Ça, c'était quelque chose qui manquait parce que c'était toujours relativement compliqué. Alors, avec quel type de briques je vais pouvoir imaginer mon nouvel objet? On en parlait avec la 5G, on va être dans l'ère de l'Internet diffus, de l'Internet ambiant, des objets qui sont, même s'ils n'échangent pas beaucoup d'informations, ils échangent des informations capitales et tout à fait ciblées sur une donnée très importante ou très intéressante pour un particulier, un professionnel. Eh bien, pour programmer ces objets,
c'était toujours très compliqué. Là, il y a une solution de plateforme qui est relativement simple et qui va pouvoir, je pense, permettre à beaucoup de startups d'imaginer et de mettre en musique ce qu'ils ont imaginé directement sur des POC ou peut-être même sur du MVP grâce à cette Ça me fait penser d'ailleurs à Leroy plateforme. Merlin qui l'année dernière avait proposé, on n'avait pas forcément été les voir, non, mais il y a une solution un peu similaire avec leur langage de programmation, je ne me rappelle plus le nom, qui permettait de programmer des différents, son propre réseau IoT. Enfin, qu'on repasse les voir parce que j'ai pas trop suivi effectivement tout ce qu'ils avaient, mais ils avaient d'ailleurs été relativement récompensés. Donc, erreur à nous de ne pas avoir été les voir. Deux derniers projets qu'on voulait vous montrer, un autour de blockchain quand même qui s'appelle ZoomKit. Alors ZoomKit, il transforme finalement un ensemble d'appartements, on va dire un immeuble, en immeuble connecté, maîtrisant son énergie. Et dans la maîtrise de l'énergie, c'est un boîtier qui va gérer l'utilisation de l'énergie au moment où elle est la moins chère. Donc qui va permettre à la structure d'appartement de faire des économies. Et donc dans la chaîne de valeur, on fait des économies et la promesse c'est qu'on va vous payer pour faire ces économies. En fait, on vous rétribue sur les économies que vous faites. Allez voir sur le site web, il y a une magnifique infographie qui vous permet de bien comprendre le système. Et cette rémunération, évidemment, ce ne sont pas des sommes énormes, ce sont des petits paiements. Et comme je l'introduisais tout à l'heure, eh bien, ces petits paiements, ils sont sécurisés par un transfert via blockchain. Ça me fait penser à Sunchain, Oui. autre projet dans lequel on avait parlé pour des lotissements, mais là, sauf que là, on est dans l'appart. Allez voir encore une fois Sunchain ou ZoomKit, parce que là, encore, c'est très intéressant. Et une application très concrète et très directe de blockchain. Faudra voir juste s'ils sont sur Ethereum ou sur leur blockchain privée. On leur posera la question. On leur posera la question parce qu'on n'a pas eu l'info. Et enfin, on termine par un petit coup de cœur sympa pour ceux qui aiment faire la vaisselle. Voilà, c'est comme la boisson de tout à l'heure. Hein, voilà. Faut finir. Il en faut. Et donc là, c'est directement Eatworks. Et donc Eatworks qui est le lave-vaisselle primé en Best Innovation Awards. Donc il faut vraiment qu'on aille les voir pour voir tout ça. Mais effectivement, c'est Eatworks qui présente Tetra. Ouais. Et Tetra, c'est directement 4 litres de flotte maximum pour faire tout un lave-vaisselle. Alors attention, c'est tout un cycle. Mais c'est un truc pour étudiants ou célibataires. Voilà, c'est 2-3 assiettes. Voilà, vous voyez sur le schéma, vous avez 4-5 assiettes, 2-3 verres, où vous mettez 5-6 verres et puis une assiette, enfin bref. En tout cas, ça prend pas beaucoup de place, vous le branchez sur l'électricité, vous n'avez pas besoin de le brancher à un réseau d'eau. C'est le lave-vaisselle de la garçonnière. Ouais, voilà. Ça va être sympa. De la studette. De la studette. Coquette. Bon, j'ai pas de studette. Voilà. Voilà. Alors c'est tout ce qu'on voulait vous dire. On pourrait passer des heures à vous parler de toutes les boîtes et les innovations qu'on a vues, qu'on trouve sympas. Certaines ont été présentées déjà au Web de Lisbonne, on va les retrouver sur le CES. Certaines ont été présentées aussi sur Viva, on va les retrouver dans une nouvelle version un peu plus améliorée sur le CES. Bref, on s'aperçoit qu'il y a du nouveau, de l'ancien réchauffé, il y a pas mal de choses, on va essayer de faire le tri et puis on essaiera de vous livrer un peu tout ce que, voilà, au travers de nos différentes émissions ou live quotidiens, et tout simplement de vous livrer tout ce qui nous a fait triper dans la journée avec tout cet angle perspective, enfin cette perspective qu'on prend, qu'est en quoi quel est l'impact de tout cela, bien entendu, sur les hommes en général. Voilà. Vaste sujet. Voilà. Donc, on se rappelle bien les horaires. 9h du matin, le 8, le 9, le 10, le 11 janvier. Voilà. Attention, ce soir à minuit, c'est Noël qui débarque. On n'a pas mis les chapeaux, on n'a pas voulu faire cette blague. Voilà, et ni les cotillons. Mais c'est ça, c'était la dernière émission de l'année. On voulait en faire quelques-unes au mois de décembre, mais on avait vraiment été pris par le temps. C'était très chaud. Voilà. Mais bon, on vous remercie pour tous les messages que vous nous avez laissés en disant quand est-ce que l'autre arrive. Voilà, elle est là, c'est ce soir. On vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine, à commencer par le CES de Las Vegas. Voilà, bye bye, bonne année à tous.